Bienvenue pour ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant et, on peut le dire, assez méconnu. Les tout débuts de la photographie en Corée. Oui, un passé visuel qui est longtemps resté un peu dans l'ombre, effectivement. Exactement. Et pour nous guider, on a principalement deux sources. Un texte de recherche de 1996, donc assez ancien. Qui dressait un constat assez sombre à l'époque, faut bien le dire. C'est ça. Et puis une note éditoriale bien plus récente de 2025, qui, elle, apporte une perspective un peu nouvelle. Qui nuance un peu le propos, oui. Notre mission, si on peut dire, c'est de comprendre pourquoi c'était si compliqué en 96 de reconstituer cette histoire. Pourquoi cet auteur parlait d'approche archéologique. Et puis, voir comment ça a évolué depuis. Allons-y. D'accord. Alors, cet état des lieux de 1996, il est frappant. Le problème, ce n'était pas l'abondance de documents, c'était le contraire. Ah oui, clairement. Une rareté extrême des sources, surtout pour tout ce qui est avant la guerre de Corée, avant 1950. Donc, trouver quelque chose, c'était déjà un défi. Exactement. Il n'y avait pas vraiment de méthodologie établie, peu de moyens institutionnels pour chercher, pour conserver. D'où l'urgence, j'imagine, de collecter, de restaurer le peu qui existait. Oui, une vraie course contre la montre. L'auteur insistait là-dessus. Un immense travail de collecte restait à faire. C'était pas du tri, c'était de la découverte. Et c'est ça qui amène à cette idée d'archéologie. Tout à fait. L'auteur préfère ce terme, un peu au sens de Foucault, à celui d'histoire classique linéaire. Pourquoi archéologie? Qu'est-ce que ça implique concrètement? Ça implique de ne pas chercher à tracer une belle ligne continue, une évolution logique, un progrès inévitable. L'idée, c'est plutôt de creuser. Creuser. Oui, comme un archéologue, justement. S'intéresser aux conditions qui ont rendu possible l'émergence de certaines images ou au contraire, pourquoi d'autres n'existent pas ou ont disparu. Donc regarder les ruptures, les silences. Exactement. Les silences dans les archives, les dispositifs techniques, les institutions. Mettre au jour ce que Foucault appelait le champ épistémologique. Qu'est-ce qui était visible, dissible, pensable à une époque donnée. Ça change la perspective. On ne cherche plus forcément une origine unique ou l'influence directe d'un artiste sur un autre. Voilà. Surtout avant 1945, où beaucoup d'images sont anonymes. L'approche archéologique remet en question ces notions de tradition, d'influence, d'auteur. Elle nous oblige à penser la discontinuité. Et cette discontinuité, elle est fortement marquée par l'histoire avec un grand H, et notamment la guerre, j'imagine. Ah oui, absolument. C'est d'ailleurs un paradoxe souligné dans le texte de 96. Le point de départ de l'étude, c'était souvent les images d'après la guerre de Corée. Les images de ruines. Pour comprendre l'avant, on regarde l'après. C'est un peu ça. Parce que la guerre 1950-1953 a provoqué des destructions massives. Bombardements, mais aussi négligence, dispersion. Beaucoup d'archives d'avant-guerre, notamment de la période coloniale japonaise, ont tout simplement disparu. On a des exemples de cette rupture causée par la guerre. Oui, le texte cite le photographe Im Heng-sik. Une anecdote assez forte, il raconte son blocage lors du débarquement d'Incheon. Un moment historique majeur, et lui, impossible de prendre des photos. Ah oui, pourquoi? Une sorte de choc, de paralysie face à l'événement. Et plus tard, cette expérience l'a conduit à remettre en cause l'esthétisme qu'il avait appris au Japon. Il s'est tourné vers une photographie plus documentaire, plus brute. Une rupture personnelle qui reflète une rupture plus large, en fait. C'est ça, un peu comme en littérature ou en peinture coréenne à la même époque, où la guerre civile a aussi créé une sorte d'écran par rapport à la période coloniale qui précédait. Donc une histoire façonnée par la guerre, mais aussi par le contexte culturel de l'époque. La photo n'a pas été accueillie partout pareil. Non, effectivement. En Occident, elle devient assez vite l'image moderne par excellence, même si certains, comme Baudelaire au début, s'en méfiaient. Mais en Corée, son développement a été plus tardif, sa réception plus limitée. Plus tardif que le Japon, par exemple. Oui, nettement. Le Japon adopte la photo assez tôt, dès l'ère Meiji. On voit apparaître des studios, du portrait, du documentaire dès les années 1860. Et cette proximité avec le Japon a une influence. Une influence majeure, oui. Beaucoup des premiers photographes coréens connus se sont formés au Japon. Du coup, ils ont souvent adopté une vision de l'art occidental qui était déjà passée par le filtre japonais, une sorte d'occidentalisme japonisé. Et puis, il y avait la présence japonaise en Corée même. Très forte, oui. L'exploratrice Isabella Bird Bishop, par exemple, l'a remarqué déjà de manière frappante à Fusan à la fin du 19e siècle. Ce qui nous amène à une question plus large sur la dépendance culturelle, peut-être. Tout à fait. Une dépendance vis-à-vis du Japon pendant la colonisation, puis, après 1945,
Une influence très forte des États-Unis. Ça rend complexe la définition de ce qu'on pourrait appeler une souveraineté visuelle coréenne. Comment forger sa propre identité par l'image dans ce contexte? C'était le constat un peu sombre de 1996. Mais la note de 2025 nous dit que ça a bougé depuis. Oui, heureusement. Il y a eu des progrès vraiment significatifs en près de 30 ans. Concrètement, Des initiatives institutionnelles importantes, le MMCA, le Musée d'art moderne et contemporain de Corée, et puis le Musée de la photographie de Séoul qui est plus récent. Ils ont lancé des programmes de collecte, de restauration, de numérisation. donc on a retrouvé des choses? Oui, on a redécouvert des corpus qui étaient oubliés, on a pu réévaluer le travail de certains pionniers coréens. Le paysage n'est plus aussi désertique qu'en 96. Mais il y a un mais, j'imagine. Oui, la note de 2025, tout en saluant les progrès, reste prudente. Elle confirme que les archives sont encore très fragmentaires. Écrire une histoire photographique vraiment coréenne, c'est toujours un chantier. Donc l'approche archéologique reste pertinente. Complètement. C'est même là qu'elle prend tout son sens aujourd'hui. Elle nous aide à comprendre ses lacunes, ses discontinuités, pourquoi certaines images nous sont parvenues et pas d'autres, quelles étaient les conditions de leur visibilité. Ce n'est pas une méthode par défaut, c'est une grille de lecture nécessaire pour ce type de passé fragmenté. Bon, alors si on devait résumer ce deep dive, qu'est-ce qu'on retient? Je dirais que l'histoire des débuts de la photo en Corée, c'est une histoire faite de fragments, de pertes dues aux tragédies du XXe siècle. Mais aussi, et c'est l'aspect plus positif, de redécouvertes passionnantes et récentes. Exactement. Et que cette approche archéologique, finalement, ce n'est pas un constat d'échec, mais plutôt une façon lucide et adaptée de comprendre un passé visuel complexe qui ne se laisse pas raconter facilement de manière linéaire. Une histoire en pointillé en quelque sorte. C'est une bonne image. Et pour finir, peut-être une question qui était déjà soulevée en 96 et qui, je trouve, résonne encore aujourd'hui. Oui. Est-ce que les difficultés qu'a rencontrées la photographie, cette technique si emblématique de la modernité occidentale pour s'établir en Corée, est-ce que ça ne révèle pas quelque chose des difficultés plus larges de l'implantation de la modernité elle-même dans le pays? Ou en tout cas de ce modèle occidental de modernité? Question intéressante. Voilà, c'est une piste de réflexion qui nous emmène bien au-delà de la seule histoire de la photographie.